Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti. Une heure de débat autour de l'actualité économique, évidemment très largement politique et tech d'ailleurs du jour, comme on le fait assez régulièrement. Voilà, environnemental aussi. Bref, sommaire riche et chargé, on y va. Et donc autour de la table, Julie de la Sablière. Salut Julie, fondatrice de Little Wing. Nicolas Van Bremersch. Salut Nicolas. Bonjour Stéphane. Fondateur de Spin Tank, mais aussi président de Renaissance Numérique. Et Mathieu Courtecuisse. Salut Mathieu. Salut Stéphane. Fondateur de SIA Partners. Alors, comme je le fais assez régulièrement, je vous précise qu'on enregistre là à l'heure pendant laquelle Emmanuel Macron est en train de parler. Donc au moment où vous regarderez ou vous écouterez cette émission, vous en saurez plus que nous sur ce qu'a dit le président. Et en même temps, moi j'ai fait mes devoirs ce matin, j'ai écouté l'ensemble de ceux qui sont censés savoir, les éditorialistes, tout ça, machin, etc. Et personne ne s'attend à ce qu'ils disent des choses fracassantes au-delà de ce qu'il a déjà très largement dit. Pas de référendum, pas de changement de Premier ministre, et cette phrase intéressante, j'en avais débattu autour de cette table, la foule n'est pas légitime par rapport aux représentants du peuple. Elle est intéressante cette phrase, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Nicolas, tu as un avis sur l'utilisation du 49.3 qui reste totalement légitime? On rappelait hier, ce que je l'ai appris, j'avais oublié moi cette histoire, que Rocard fait passer la CSG, qui est quand même un socle aujourd'hui du financement de l'État, mais enfin de la sécurité sociale, pardon, on va dire des finances publiques, un socle sans doute le plus important avec la TVA, voilà, c'est aujourd'hui les deux plus importants impôts de l'État. Soit dit en passant d'ailleurs, c'est important dans la réflexion qu'on peut avoir sur l'impôt, ce sont deux impôts qualifiés d'indolores, c'est-à-dire à aucun moment on ne vous demande de faire un chèque spécifique pour payer la TVA, à aucun moment on ne vous demande de faire un chèque spécifique pour payer la CSG, et ce sont des impôts qui fonctionnent, sur lesquels vous pouvez jouer de manière plus ou moins discrète, mais qui en tout cas, dont les modifications passent. Pas toujours, on l'a vu avec les retraités et la CSG sur les retraités, mais quand même assez régulièrement, comme une lettre à la poste. Voilà, c'était pour vous permettre de réfléchir, cette espèce de petite péroraison sur la fiscalité nationale. Et donc cette CSG n'était passée qu'avec 5 voix de majorité dans la loi de finances 1991, passée par Michel Rocard. C'était aussi un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est exactement la même configuration qu'on l'avait vu pour la réforme des retraites. Et c'est d'ailleurs un des sujets. Je pense que dans les multiples erreurs qui ont pu être commises dans le process de cette réforme, dans son cheminement démocratique, Vas-y, comme le dit le président, c'est la manière dont en fait ils ont un peu dramatisé le recours au 49.3 eux-mêmes, en disant à longueur de plateau qu'ils ne voulaient pas y avoir recours. Ce qu'on a essayé de leur faire dire, c'est qu'ils n'auraient pas recours au 49.3, donc ils ont toujours été prudents en disant on ne veut pas y avoir recours. Mais faisant ça, ils ont quand même dramatisé son usage, alors qu'on l'a utilisé une centaine de fois, effectivement, depuis que la Constitution est totémisée. Et ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, l'usage du 49.3 est un déni de démocratie, mais quelque part, c'est eux qui ont un peu installé ce narratif-là dans l'opinion. Et pourquoi ils ont fait ça? En fait, je pense qu'ils l'ont fait pour mettre la pression sur les LR, pour dire, en fait, il faut absolument que cette réforme aille au vote. Et je pense qu'Elisabeth Borne, comme Emmanuel Macron, parce qu'il faut se rappeler que la loi Macron, à l'époque où il était ministre de l'économie, qui voulait absolument faire passer au vote, il avait passé des heures, Emmanuel Macron, au Parlement pour essayer de convaincre les uns après les autres les députés. Lui pensait que sa réforme allait passer au vote. Et finalement, Valls a décidé l'usage du 49.3, ce qui a été un échec pour lui. Donc, ce qui a été d'ailleurs le début de la rupture entre les deux. Absolument. Et moi, je les crois, en fait, sincères dans leur envie d'aller au vote. Et donc, quand ils disaient on ne peut pas avoir recours au 49.3, le problème, c'est que là où la hantise de Macron, c'est les frondeurs, il a réussi à rassembler son camp. Donc, il n'y a pas eu de frondeurs dans la majorité présidentielle. En revanche, les frondeurs ont été chez LR. Et là, très clairement. Donc c'est l'échec. Et quelque part, en installant ça, et c'est ce qu'on voit partout. Là, c'est vrai que l'usage du 49.3 en soi est devenu ce qui a mis le feu aux poudres et ce qui a déclenché voilà, cette espèce de rejet et cette question aujourd'hui qui est la fragilisation presque des institutions et en tout cas du débat démocratique. Tu as raison. Enfin, c'était déjà pas la fête au village avant le 49.3. C'était déjà pas brillant, mais oui. C'est vrai que le dramatiser n'a rien arrangé. Et c'est eux qui l'ont dramatisé. Nicolas ? Moi, je trouve que je suis tout à fait en ligne. Je pense que Macron a un problème de contrat relationnel avec les Français. Il n'est pas fixe.
il n'est pas net. Et il évolue entre des postures d'accompagnement. Voilà, il est plutôt un peu le stratège, le père, mais on ne sait pas quel père il veut être. Il n'est pas reconnu comme père par la majorité des Français, d'ailleurs, qui refusent le contrat que Emmanuel leur propose. Et le reste du temps, il a un contrat qu'il voit qui est pas fixe. Et c'est un peu... Et l'autre point, c'est sur le fond. Dans les stratégies qu'il vise, il évolue un peu, il est très plastique. En gros, cette réforme elle-même, on savait pas elle a commencé par la justifier par une ligne politique assez forte sur un nouveau contrat de travail entre les Français. On va tous travailler plus ensemble, c'est important pour nos défis collectifs, pour financer nos systèmes, etc., etc. Ça a été complètement abandonné en cours de route pour essayer d'en faire à un moment une réforme de justice. Ensuite, voilà. Et du coup, en fait. Tout ça se résout dans sa tête, je pense, de manière assez nette, mais il essaye de l'imposer à la fin. Et il a tout, et le contrat relationnel où il essaye plein de choses. Depuis 6 ans, il a testé 1000 manières de faire, mais c'est pas fixe. Et du coup, en fait, le peuple est perdu. Et à la fin, ça se termine toujours par une posture d'autorité et d'ordre. Où il essaie, parce que c'est son camp de base, c'est son camp de repli, c'est remettre de l'ordre dans les choses et puis au moins faire avancer le pays. Et alors, d'un certain point de vue, ça peut marcher, mais ça brutalise à chaque fois et du coup, ça crispe de plus en plus, ça recrée de la colère. Voilà. Et là, cet épisode-là, c'est un peu symptomatique de cette méthode. Et qui l'emmène dans une impasse un peu difficile parce que là, il va y avoir un refus. Et je pense qu'on ne va pas avoir des émeutes, etc. On va avoir cette victoire à la Pyrrhus, un peu molle, mais qui ramène encore de plus en plus une structuration. Sur le calme... Sur le calme populaire, c'est un peu comme l'inflation. Oui, c'est difficile à anticiper. Surtout pas parier quoi que ce soit là-dessus. Mais je suis à fond d'accord. Ce qui est dommage, parce qu'il y avait une cohérence. Julie, tu étais là, toi, au début du truc. Pour moi, cette phrase qu'on lui a reprochée 100 fois, et qui est pour moi, c'est son manifeste, c'est « traverser la rue, vous aurez du boulot ». C'est son manifeste, c'est l'action individuelle, c'est donner à chacun la chance de pouvoir traverser la rue, de pouvoir se réaliser, de libérer toutes les énergies, etc. C'était une cohérence. Et elle s'est perdue. Non, mais en fait, c'est intéressant parce que effectivement, j'étais un peu là au début. Et en fait, dans ce logiciel macronien, c'est effectivement l'idée que tout individu à qui on donne des capacités de se développer et de franchir la rue et de s'épanouir dans ce qui est l'épanouissement selon Emmanuel Macron, va s'en servir et va l'utiliser. Sauf qu'on est en France où en fait tu donnes ce récit-là aux États-Unis, c'est déjà le récit national, quelque part. Et là où nous, on a un récit très, très fort sur l'égalité, et quelque part, tout le logiciel macronien se fracasse à cette réalité. Gens de pays qui disent, mais en fait, nous, c'était mieux avant, quoi. Donc, nous, on veut préserver ce qu'on a, en gros, et pas forcément acheter ton histoire de dépassement, etc. D'où il fonctionne très bien auprès de certaines catégories de la population, mais il y a un rejet assez massif d'une autre catégorie qui y a en fait toujours eu depuis le début, et par rapport à ce qu'il incarne et ce qu'il représente et à ce discours-là où en fait les gens n'achètent pas son récit de l'épanouissement et quelque part du dépassement de soi que lui, c'est comme ça qu'il voit la vie quelque part. Donc c'est vrai que ça reste une ligne de fracture très forte, quoi. Et c'est sur l'égalité que tu as raison, c'est sur l'égalité qu'à un moment tu as du mal à concilier, ou enfin tu essayes de concilier et tu n'y arrives plus. Oui, exactement. Mathieu ? Non, parce que Mathieu me disait, il s'en fout complètement de cette histoire. Non, en fait, c'est pas ça. C'est pour ça que je te laissais un peu à l'écart. Non, mais moi, j'ai envie de dire tout ça pour ça, parce qu'en fait, c'est une réforme pour presque rien. Et en réalité, ça pose 2 questions, parce qu'en fait, les régimes de retraite français plombent la compétitivité du coût du travail en France. Donc, c'est une réalité. Tous les benchmarks le démontrent. Et donc, la question est absolument pas résolue. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on rentre dans un contexte inflationniste avec des taux d'intérêt qui sont revisités et que, en fait, la dégradation inexorable des finances publiques vont nous amener à repenser à nouveau une réforme des retraites à un moment donné. Parce que cette réforme n'est ni faite ni à faire. Et donc, comment on va le faire dans ce marasme général ? Enfin, je ne sais pas, pour la prochaine élection présidentielle, s'il y aura quelqu'un qui sera capable de dire il faut refaire une nouvelle réforme dans le prochain quinquennat. Enfin, il sera obligé. Il me semble qu'il sera obligé, mais dans le contexte après, il peut le faire. qu'il est aujourd'hui... Il peut le faire de manière plus habile. C'est vrai que quand tu regardes après, quand tu décortiques le truc, tu te dis à un moment, tu laisses tomber les 64 ans, quoi.
en fait, fondamentalement, sur les équilibres financiers que tu veux retrouver, t'accélères la réforme Touraine, laisse tomber les 64 ans, ça va le faire. Et à un moment, on se retrouve, c'est exactement ce que disait Nicolas, avec un gars qui... ça lui échappe et donc posture d'autorité. Voilà, mais donc du coup, il va falloir remettre sur le tapis à un moment donné la question des retraites, là où on aurait pu espérer la résoudre au moins pour une dizaine d'années, le temps de voir comment le marché du travail fonctionne, comment l'espérance de vie évolue, etc. Et là, bon, c'est quand même, ça va être très très compliqué pour un prochain candidat on va dire, du parti de la raison. De revenir sur un sujet comme celui-là, parce qu'à mon avis, c'est cramé pour un certain nombre d'années. Et si c'était un sujet, en fait, pour regagner la crédibilité de la parole de la France vis-à-vis de ses créanciers, etc., il y a cet article intéressant des Échos hier qui montrait que l'accueil a été quand même relativement nuancé des agences de notation, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il a planté un drapeau quelque part sur son volontarisme et son envie de réformer, mais que tous les observateurs voient bien aussi que ça entame sa capacité à poursuivre cette dynamique de réforme dans la durée, quoi. Il fait la une de Wall Street Journal quasiment tous les jours. Ouais. Donc là, même, il était encore aujourd'hui... Ah tiens, on peut peut-être récupérer, je le dis juste à la régie, je ne sais pas si elle l'a mis de côté, on ne pourra peut-être pas la récupérer, mais l'image que brandit une manifestante qui était à la une du Wall Street Journal au milieu de la semaine dernière, où elle lui met une perruque de Thatcher. Ouais. Et je suis abonné, hein, donc voilà. Et je me disais, cette manifestante ne le sait pas, mais en fait, elle rend service à l'ensemble des contribuables français, peut-être. Ça lui donne une petite stature de président courage quand même dans la communauté financière internationale, même si de fait, il y a quand même des analystes qui sont dans le... Yes, voilà, elle est là. Regardent de près. Voilà, mais même, ça apparaît tous les jours en entrefilet. Enfin, c'est pas forcément la une à proprement parler, mais donc ça lui donne quand même quelque chose de positif. D'ailleurs, c'est la même chose sur Financial Times. Donc voilà, mais bon, c'est pas eux qui sont dans la rue aujourd'hui, évidemment, mais ça lui donne quand même un peu de crédit international dans la capacité à toujours avancer. Mais moi, à titre personnel, je suis pas sûr. Les gars, ils regardent quand même un tout petit peu, même si il faut pas. Comment dire, il ne faut pas penser que ceux qui aujourd'hui achètent la dette française, ou même la note d'ailleurs, hein, dans les agences de notation, sont des experts de nos finances publiques. Absolument pas. Et moi, il se trouve que il y a quelques années, j'en ai rencontré un, je suis tombé de haut sur... en fait, sa relative méconnaissance du dossier, vu la complexité du dossier. Donc, mais il voit bien que c'est une réformette, ça, je pense qu'il le voit, et il voit la difficulté à là, il regarde surtout les poubelles aux États-Unis, il y a surtout des images de poubelles dans les rues de Paris, et il y a des touristes qui repartent et qui annulent leur voyage pour venir. Voilà, c'est surtout ça qui apparaît en premier. Mais cet argument, moi, Julie, en fait, il me fatigue. C'est-à-dire, je l'ai vu ressortir cet argument à la toute fin. Je dois dire que moi-même, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a commencé très très fort au moment de l'élection de Hollande. Donc évidemment, c'était la finance sans visage, etc. Je discutais beaucoup avec une économiste merveilleuse qui a un peu vrillé très très à gauche à l'époque, qui s'appelait Karine Berger. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Karine Berger, qui était députée, députée de Gap, là. Dans le Sud. Et elle était en contact direct avec les investisseurs. Et elle disait, mais n'importe quoi, enfin voilà, ça n'a aucune importance, quoi. La France est au cœur du premier marché de consommation du monde, c'est-à-dire au cœur géographiquement de l'Europe. L'impôt rentre, les institutions sont solides, le système fonctionne, et donc la dette française, elle est en béton, quoi. Alors oui, tu peux jouer... tu vas gagner 40 points de base en plus ou en moins, mais t'as quand même les intérêts de la dette, quoi. Ça change un peu tes économiques, ça. Oui, mais il n'y a jamais eu depuis plus de 10 ans, que moi-même d'ailleurs j'ai participé à cette espèce d'hystérie à un moment autour de « Ah, on va attaquer la dette française ». Il n'y a jamais eu de réelle menace parce que tu as plus de 90% des gens qui doivent payer l'impôt qui le payent. Voilà. Tant que ça tient. C'est un système qui fonctionne. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'en 2032. Jusqu'en 2032. Non, mais à ce propos, Édouard Philippe, je sais pas, vous n'avez pas eu le temps, mais Édouard Philippe, ce qui va peut-être nous amener sur le prochain sujet d'ailleurs, a parlé des détosceptiques ce matin dans le Figaro. Et il dit ce matin dans le Figaro, les détosceptiques à l'égal des climato-sceptiques font peser sur les générations futures et sur nous-mêmes, dit-il, très justement. Des risques considérables. Les détosceptiques, c'est quand même 95% des Français après le quoi qu'il en coûte. Hein. Ouais. Comment tu veux que moi-même j'ai été saisi soit de détosceptisme, je dois dire. Non, mais c'est ce que tu viens de dire aussi. Enfin, le détoscepticisme, c'est exactement ce que tu viens de dire. Oui, tu as raison. Tu vois, donc évidemment, quand on a cramé autant d'argent public qu'on l'a fait pour le Covid, tous les gens qui se disaient l'argent magique n'existe pas, etc. Tout ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc je pense que c'est. Enfin, ça a existé. Voilà.
la dette du Covid reste de l'argent magique. Tant qu'il est dans les coffres de la Banque centrale et il n'en sortira jamais, c'est de l'argent magique. Mais effectivement, c'est une faible part de l'ensemble de notre dette. Ça marche aussi quand tous les pays font la même chose en même temps. Mais parce que tous les pays ont fait la même chose en même temps. Là, c'est terminé. Ok, on a fait le tour là-dessus. On a tout dit. On a tout dit. Ouais, on a tout dit. Et il n'y a pas, à aucun moment, Mathieu, le climat français ne déteint sur les grandes entreprises françaises. C'est-à-dire, à aucun moment, il y a l'idée que nos grandes entreprises peuvent être empêchées d'une manière ou d'une autre de faire ce qu'elles auraient envie de faire parce que leur pays traverse une crise politique. Après, les grandes entreprises françaises, ça dépend de leur exposition au marché français. Il y a quand même des différents cas de figure dans les entreprises françaises. C'est vrai. Si tu prends les grandes banques françaises, par exemple, elles sont quand même très exposées à ce qui peut se passer sur le marché français. Ouais. Il suffit qu'il y ait un problème sur l'immobilier, etc. On verra assez rapidement ce qui peut se dérouler sur le marché français. Donc, non, les grandes entreprises françaises restent quand même assez ancrées dans le territoire pour plusieurs raisons. Et après, il y a plein de sujets de communication qui vont derrière, les surprofits, etc. Enfin bon, à chaque fois, il y a des éléments, mais c'est très défensif. Voilà. Après, non, la conjoncture française pèse quand même dans le bilan de ces entreprises, quoi. Yes. Le GIEC, rapport des rapports. Julie, sujet que tu suis avec passion. Donc là, alors, je vous ai mis, c'est parce que c'était la une des Échos, et ça m'avait surpris, j'ai vu ça, donc c'est vraiment eux, j'avoue que j'ai regardé de très très loin, c'est vraiment le GIEC dans ses équilibres qui est passé sur cette idée message d'espoir, ou c'est une interprétation. Les Échos n'ont pas été le seul d'ailleurs. Je crois que Le Monde a fait aussi un titre à peu près comparable. C'était déjà le cas en fait au dernier rapport. C'est-à-dire que les experts du GIEC se sont rendus compte aussi dans la communication de leurs travaux que les messages alarmistes en fait ne provoquaient pas c'est ce qu'ils auraient souhaité, c'est-à-dire la mise en mouvement et les décisions à la fois politiques du monde économique qui étaient nécessaires. Et du coup, ils ont retravaillé ça. En fait, l'erreur qui avait été commise, c'était que dans des précédents rapports, ils disaient il y a plus que 3 ans pour changer. Et en gros, en fait, ça a amené une sorte de fatalité. Des gens qui réagissaient en disant s'il y a plus que 3 ans, alors tout est mort. Foutu, ouais. Et on est foutu et rien ne sert d'agir. Et donc, depuis, c'est des éléments qui sont beaucoup développés dans le discours scientifique, de dire chaque dixième de degré compte. Et donc, non, le combat n'est jamais terminé. Il faut continuer à agir, même si ce que montre ce rapport, qui est encore une fois la synthèse de 8 années de travaux du GIEC et des experts. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ça confirme qu'on est à 1,1 degré. Ça confirme qu'on a près de la moitié de la population mondiale qui est maintenant très exposée et que ça rappelle aussi que la France est particulièrement, alors qu'on s'y attendait pas, mais particulièrement touchée par les effets du changement climatique. Ça rappelle un point qu'il faut tout le temps rappeler parce que c'est quand même très important sur les infrastructures d'énergie fossile où en gros les infrastructures existantes brûlent déjà dans les 10 années qui viennent tout notre budget carbone. Donc on explose tous les chiffres si on ne désinstalle pas ou qu'on n'arrête pas de manière prématurée certaines installations. Et donc, je ne comprends pas cette histoire d'installation. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends aujourd'hui toutes les infrastructures qui existent sur le charbon, le gaz et le pétrole. Donc tu veux dire les mines, les raffineries, les oléoducs. Ce qu'elles vont émettre dans les années à venir. Si elles sont utilisées. Si elles sont utilisées, mais elles sont prévues pour être utilisées, c'est des infrastructures qui tournent. On brûle notre budget carbone. Ouais, donc, même gros, plus que ça, puisqu'on brûle 800 alors qu'on a 500 gigas, on fait 1,5 fois ce qu'on a le droit de faire. Donc ça rejoint tout le débat sur Total et ACOP, etc. Ça veut dire évidemment ne pas faire de nouveaux projets et arrêter de manière anticipée un certain nombre d'infrastructures. Et ça, c'est un élément qu'il faut rappeler parce qu'ils le remettent noir sur blanc et c'est pour le coup très clair. Et donc après, sur ce message d'espoir, en fait, ce qu'on entend, tous les scientifiques, Valérie Masson-Delmotte et tous ceux qui ont participé à ces travaux, ils disent surtout, en fait, on a mis dans ce rapport toute la connaissance scientifique, tout ce qu'on a accumulé sur la science du climat avec ses effets dans les décennies à venir. Et on a mis aussi toutes les solutions qui ont été testés, qui existent, avec leurs coûts, avec des timelines, etc., avec un certain nombre d'éléments. Et le message des scientifiques, c'est de dire, en fait, nous, maintenant, on peut vraiment rien faire de plus, quoi. Il n'y a que les leaders économiques et politiques qui peuvent se saisir du sujet et agir. Et c'est vraiment l'enjeu de ce qu'on essaye de faire avec les entreprises aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'en fait, ce message, il a énormément de mal à être assimilé. Parce qu'il est quelque part existentiel, flippant, terrifiant, et il remet en cause tellement de choses dans la manière dont fonctionnent aujourd'hui et les entreprises et les États que c'est super compliqué de passer à l'action, quoi. Bien, parce qu'il a des conséquences, en fait, que tu ne sais pas comment gérer.
Bah, bien sûr. C'est aussi bête que ça, tu vois. C'est etc. Voilà. Mais quand tu es un leader politique ou économique, tu as quand même certains leviers sur lesquels tu peux travailler. Et c'est hyper compliqué de le faire soit tout seul dans son secteur, mais c'est là où, en même temps, c'est le cœur du boulot qu'on essaie de faire avec les dirigeants. Nicolas, comment est-ce que tu regardes? Je suis d'accord. Enfin, un des points moi, que je trouve très intéressant, c'est effectivement c'est cet investissement. En gros, c'est le stock carbone qu'on peut encore émettre, qui est à 500 gigatonnes en gros. Là, ce qu'on a déjà d'installé comme infrastructure, on va en émettre 800, et ce qu'on a déjà planifié comme investissement en cours, parce qu'on continue d'investir plus dans les infrastructures carbonées en production d'énergie, va en produire 700-800. Donc on est en train de faire 3 ou 4 fois dans les investissements déjà, dans les infrastructures existantes et les investissements en cours, ce qu'on aurait le droit de faire. Et donc le GIEC dit faudrait arrêter. Parce qu'il faut retourner ça et il faut investir 3 à 6 fois plus dans les infrastructures, voilà, et 3 à 6 fois plus très vite. Parce que le problème, et c'est tout le dilemme, je trouve, qu'on connaît bien entre la décarbonation rapide et la décarbonation profonde. En 2050, ils disent on peut y arriver en 2050 à être net zéro. On peut encore y arriver, on n'est pas sur la trajectoire, mais on peut encore y arriver si on investit de manière profonde et massive, rapide. Le problème, c'est que la première étape, c'est ça qui a été mal passé, je pense. La première étape, c'est qu'il faut qu'on atteigne le pic dans 3 ans max. Enfin, dans 2 ans et demi maintenant, parce que c'était à 6 mois qu'ils ont dit 3 ans. Et puis depuis, à chaque fois que les gens disent « Hey, il nous reste 3 ans pour atteindre le... » C'est pas pour tout faire, c'est pour atteindre le pic. Mais si on n'atteint pas le pic et qu'on continue d'investir là comme des malades, qu'on commence pas à agir sur les couches rapides, on n'y arrivera pas. Et pour autant, la partie des solutions, alors moi j'ai fait que le feuilleté, parce que c'est quand même une densité, même la synthèse pour les dirigeants, et en plus c'est quand même mis en page comme des travaux de recherche, c'est une catastrophe et tout ça. Donc les digests sont souvent très anglais. Les digests du digest là, sont très anglais par des ONG, par plein de participants au débat public qui essayent de militer pour leur cause. Donc c'est difficile à lire quand même. Mais la partie des solutions, ils disent les solutions sont sur la table. Et ils ont raison. Les solutions sont sur la table. En réalité, on peut y arriver. On peut y arriver, ça nécessite un courage et un investissement assez costaud. Et c'est une certaine rationalité, parce que moi, je trouve qu'investir dans des infrastructures pétrolières qui vont s'amortir sur 40 ou 50 ans, dans le contexte dans lequel on est, c'est quand même le générateur, c'est le producteur d'une incertitude, c'est bad investment, quoi. Alors, à court terme, je vois bien, mais enfin, à long terme, c'est vraiment bad investment. Et les fonds sont d'accord. Ils disent à très long terme, vous êtes complètement tarés, arrêtez de faire ça. Enfin, pas tous, malheureusement. Non, mais tout le monde est d'accord sur le, comme tu dis, voilà, sur le à très long terme. La question, c'est, Pouyanné en a parlé hier devant ses investisseurs, la question c'est à quel moment est-ce qu'effectivement, Pouyanné, c'est la première fois, je crois, qu'il dit ok, là, on va vers un plateau, et ensuite, ça va décroître. Mais à quel moment est-ce que moi j'arrête il faudrait aller vers le plateau un peu plus vite, en fait, même beaucoup plus vite. Et il faudrait que quelqu'un lui dise stop, Patrick, sauf que personne ne lui dit stop. Mais personne ne lui dit stop parce qu'il répond. Parce que 1000 milliards de subventions aux énergies fossiles l'année dernière, dont seuls 10% ont bénéficié aux populations qui pouvaient être réellement impactées par les prix. Voilà, on va le dire comme ça. Oui, même dans ce pays, donc, on a mis 100 milliards de réduction de primes de chapeau au lieu d'investir dans... Et alors que ces 100 milliards, on les met dans de la décarbonation rapide, c'est-à-dire l'isolation des foyers, des aides à l'équipement, dans le changement de mobilité, etc., on fait des efforts considérables. Et donc, on est en train de continuer à faire un peu n'importe quoi de manière collective. Alors, moi, j'ai pas lu dans le détail. J'ai juste lu des digests, donc moi aussi, non. Voilà. Non, mais c'est le message général qui change et c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie solution, parce qu'en fait, les solutions, c'est un mix entre de la réglementation, de la fiscalité et aussi des technologies. Et souvent, en fait, dans les rapports du GIEC, ils raisonnent quand même beaucoup à technologie constante. Donc là, il y a quand même un sujet. Je pense que typiquement, ce qui est en train de se passer par rapport aux résultats de la COP26 sur la captation des émissions de méthane, notamment sur les infrastructures oil and gas, il y a plein de choses qui sont en train d'être faites, et parce que les gens se mettent dans un schéma réglementaire qui est imposé. Et ça veut dire que même sur les stocks d'infrastructures existantes, on peut positionner
des éléments, des verrues qui vont venir faire de la captation sur que ce soit du CO2 ou sur du méthane. Le méthane étant la solution qui permet d'avoir un impact rapide. Mais donc moi je le vois, on accompagne énormément de clients dans le monde aujourd'hui sur ces sujets de captation. Donc c'est tout à fait possible. Et en plus, il y a des gros gaps, il y a des grosses courbes d'apprentissage technologique sur ces sujets-là. Et moi, ce qui me frappe surtout, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune pression médiatique. Il y a beaucoup de pression médiatique sur les groupes pétroliers, sur leurs profits, leurs surprofits, etc. Mais personne ne parle de budget de R&D. Tu citais Total, les profits c'est 20 milliards, en réalité un peu plus, mais c'est que 1 milliard de R&D. C'est que 1 milliard de R&D. Quand tu regardes l'ensemble des ouais, mais c'est pas son sujet à Total. Son sujet à Total, c'est donner de l'échelle à des technologies qui sont déjà éprouvées. Non, mais Total, ils te permettent derrière, sur l'éolien en mer, d'avoir l'ingénierie et de monter massivement le truc. Quoi, tu vois, voilà. Amazon fait 25 milliards de R&D, quoi, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que non, mais c'est parce qu'il n'y a pas les. C'est pas forcément incompatible. Je suis pas d'accord. Les budgets de R&D, tu prends l'ensemble, nous on est en train de faire une étude là-dessus, sur que ce soit les utilities ou sur le secteur pétrolier, les budgets de R&D sont faméliques. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'incitation, il n'y a pas de prix au CO2, on n'a toujours pas cette incitation-là. La DARPA vient juste de déclarer l'année dernière. Donc ça, c'est les Américains. Les Américains, pour l'innovation de rupture, que le changement climatique, les technologies qui accompagnaient devenaient priorité numéro 2, mais ça date que de l'été dernier. C'est-à-dire que quand même, on voit dans la prise de conscience politique, la traduction sur ça, c'est quand même extrêmement lent. Et moi, à titre personnel, je pense qu'il y a évidemment énormément de champs technologiques qui sont aujourd'hui possibles et qui ne sont pas du tout explorés, que ce soit pour améliorer les infrastructures existantes et pour aussi travailler, évidemment, sur... Oui, mais Mathieu, regarde, je le racontais la semaine dernière. Je travaille avec une vingtaine de directeurs RSE de grosses boîtes. Les gars te disent, mais notre problème aujourd'hui, c'est quoi la réglementation dans 2 ans ? C'est-à-dire, tu vas lancer des programmes de recherche-développement, tu vas lancer des initiatives appuyées, par exemple, sur le nucléaire. Mais comment sera traité mon investissement dans 2 ans ? Aujourd'hui, en Europe, j'en sais rien. Et donc, tu as peut-être effectivement un espoir du côté des États-Unis parce que ces mêmes directeurs disent on est bien obligé de reconnaître que les Américains, eux, alors c'est maintenant tous azimuts. Dès que ça décarbone et dès que c'est sur le territoire américain, allez-y, vous avez des crédits d'impôt, allez-y, c'est parti, etc. Et tout. Donc, sans doute, tu auras là un appel d'air. Mais en Europe, tu te rends bien compte qu'on est encore dans des débats jésuitiques sur savoir quelle est la bonne énergie, quelle énergie. Tu as quand même 4 couleurs pour l'hydrogène. Mais c'est quoi cette histoire ? Je comprends l'histoire vert, rouge, jaune, bleu. Mais c'est compliqué d'investir dans ces conditions-là. Tu l'as dit. Oui, c'est ce que je dis en fait. C'est que tu n'as pas les signaux d'accompagnement pour inciter les entreprises à passer dans ce cap-là. Et c'est pour ça que je citais le budget de R&D de Total, qui de fait est quand même pas énorme par rapport à la taille de la boîte. Et dans les boîtes qui font de l'invention de rupture, dans la pharma ou dans la tech, c'est des budgets à 2 chiffres rapportés au chiffre d'affaires. Dans l'énergie, c'est peanuts. C'est peanuts. C'est sur 170 milliards de chiffre d'affaires, c'est 1 milliard. Je veux dire, il faut quand même regarder. Et encore dedans, il y a des trucs qui ne sont pas vraiment de la est-ce que c'est de ça dont tu as besoin ou est-ce que c'est d'énormes capex pour mettre des éoliennes en mer partout, quoi, tu vois ? Les technologies matures pour décarboner massivement, elles sont là quand même, on les connaît, elles existent. Les éoliennes en mer, nous on travaille dessus par exemple en Écosse. Si tu veux, aujourd'hui, il y a une polarisation des vents qui se fait avec le changement climatique. C'est-à-dire que les vents, soit il n'y en a plus, soit il y a des tempêtes. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus de vent modéré. Donc l'Écosse qui a tout misé, une grande partie sur les éoliennes offshore, ils sont vraiment dans le pétrin. Donc ce qui est intéressant, c'est que tu anticipes un peu, tu fais un peu de modélisation climatique, c'est plutôt le solaire quand même, parce qu'on sait quand même... Bon, mais peu importe, j'ai dit les éoliennes en mer, mais peu importe. Même le solaire. Mais là tu touches à un autre problème, c'est qu'en fait, le problème, c'est que les politiques, ils essayent de s'exprimer sur les technologies, alors qu'ils devraient se positionner sur les objectifs, quoi. T'as raison. Comme pour les moteurs automobiles. J'allais venir là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, alors évidemment, il faut de l'infrastructure qui accompagne, mais qu'est-ce qu'ils y connaissent, quoi. Et par exemple, quand on a eu les 3 technologies de vaccins Covid, est-ce qu'ils se sont positionnés sur c'est quoi la meilleure technologie ? Parce qu'en fait, là, ils étaient conscients de leur incapacité mentale à comprendre le sujet. Mais là, on ne sait pas pourquoi ils se positionnent sur les technologies, que ce soit sur les véhicules thermiques ou sur c'est mieux du nucléaire ou c'est mieux de l'éolien, etc. Il faut qu'ils se positionnent sur des objectifs. Et
le prix du CO2. Là, ils sont légitimes pour se positionner. Mais après, le reste, il faut laisser vivre les écosystèmes pour qu'eux prennent les choses en main. Mais il faut des signaux qui ne sont pas aujourd'hui en place. Yes. Ouais, l'audition de Sarkozy et Hollande sur la commission nucléaire la semaine dernière était assez géniale pour ça. Je sais pas si vous avez regardé, notamment celle de Sarkozy. C'était C'était génial. Du goût de finesse incroyable. Ah ouais, c'était un sketch, mais vraiment, il avait un avis sur tout de comptoir sur, alors dans telle technologie dans l'énergie, elle est bien, elle est pas bien, il faut faire ci, il faut faire ça. Et effectivement, c'est comme ça qu'on pilote la vision énergétique et carbone de notre pays. On essaie de faire à la place d'eux au lieu de fixer un cadre et un cap, de la sécurité réglementaire avec un objectif un peu fort et qui est vraiment un peu problématique. Les politiques devraient être tech agnostiques, quoi. C'est ça, et on vivrait c'est ça exactement. Après, c'est pas complètement, en tout cas agir autour, quoi. Mais c'est pas se substituer symboliquement aux sachants, à ceux qui font. Et je suis tout à fait d'accord avec la comparaison sur la santé. Elle est assez proche. On a des politiques qui nous disent qu'ils font des décisions fondées sur la science, etc. Mais dans l'énergie, c'est n'importe quoi. Non, c'est vraiment tout le plaidoyer de Sarkozy qui était assez convaincant parce qu'il a fait un show mais incroyable. Et tout en reconnaissant quand même, dire non, moi j'ai visité plein de centrales, mais bon, au bout de 2 minutes, je suis largué, quoi. Au bout de 2 minutes, je comprends plus rien. Je dis, ok, donc en fait, tu as soutenu un truc, on ne peut pas lui nier ça, qu'il l'ait soutenu, mais en même temps, reconnaissant qu'il ne saisissait pas quand même toute la nature des enjeux. Si tu veux, Proglio, on va dire son ministre, son réel ministre de l'énergie, sur les premières années, était venu avant pour dire je suis arrivé à la tête d'EDF, on m'a dit c'est le PR. J'ai dit mais on ne pourra jamais construire un truc comme ça, mais on n'a rien d'autre. Ah bon, on va faire le PR. Voilà, donc effectivement. Oui, ils ont lancé le chantier. Oui, non, mais pour dire que, en l'occurrence, les politiques ne sont pas les seuls responsables. Tu as aussi, des entreprises d'énergie qui sont un peu endormies et dont le réveil est difficile. L'autre point qu'il y a dans le rapport du GIEC qui est intéressant, c'est la décarbonation rapide. Elle passe beaucoup, la moitié de la décarbonation rapide, c'est des comportements, c'est pas du côté de l'offre, c'est du côté de la demande, c'est du côté de l'isolation des foyers, des mobilités décarbonées de court terme, des switches assez rapides qu'on peut faire assez vite et sur lesquels on peut inciter les gens de manière assez forte. Et là-dessus, on n'est vraiment pas au rendez-vous. Tiens, tu peux pas être au rendez-vous, Nicolas. Tu n'as pas les bras pour le faire. C'est aussi bête que ça, si tu veux. Sur la rénovation. Sur la rénovation. Sur l'isolation, la rénovation. Tu n'as pas les bras pour le faire. Point à la ligne. On peut tous devenir végétariens. On peut tous manger un peu, devenir végétarien. Je pense que ça crée des inconforts identitaires un peu costauds, etc. Mais réduire assez massivement. Non, mais je trouve que la rénovation des loyers, des logements, sujet que je me suis intéressé vraiment de très 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 près. Allez voir une interview avec Benoît Dulac, entrepreneur formidable du système dans ce secteur, qui a d'ailleurs laissé tomber à un moment parce que voilà, c'est plus possible. C'est un très bon exemple des goulets d'étranglement devant lesquels on est, que tu le veuilles ou non. C'est-à-dire, les technos sont là, les solutions sont là, les bras. C'est aussi bête que ça, c'est les bras, c'est même pas le pognon. Mais des plans massifs, le pognon aide les bras, enfin il y a beaucoup de choses quand même, ça s'improvise pas, la rénovation globale d'un logement, ça s'improvise pas. Bon, enfin bref. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. Donc, on repart, nouvelle de la tech, nouvelle de la tech. Donc GPT-4, nouveau choc, GPT-4, oui, Mathieu? Bon, oui, on continue dans le chemin, c'est-à-dire que là, on ajoute au texte l'image, on va bientôt travailler sur la vidéo, donc tout ça est en train de se faire proprement. On commence à voir se dessiner aussi les offres commerciales qui vont accompagner tout ça, donc on reste bien dans l'épure de ce qui a été engagé depuis quelques mois. Et moi, ce que je vois, c'est du côté des entreprises, et on commence à avoir, nous, déjà pas mal de projets en termes d'adoption, et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que finalement, le combat de qui sera le vainqueur à la fin. D'abord, il n'y aura pas de monopole sur ces technos-là. Oui, ça, tu nous le dis depuis le début. Oui, parce que Google, Meta ne sont pas en retard. Simplement, ils ont plus de responsabilités juridiques. Exactement. Et ce serait très bien. Donc, ça va accélérer finalement le processus d'innovation. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'adoption pour moi. Et ce que doivent faire les entreprises pour pouvoir s'en servir de façon intelligente. Oui, mais alors, Mathieu, quand on a commencé à débattre ensemble,
Tu m'as dit, il faut un Chief Metaverse Officer dans les boîtes. Maintenant, il faut un Chief GPT dans les boîtes. Non, parce que là, l'IA, c'est quelque chose d'assez diffus, en fait. Ça va se retrouver dans les produits, dans la supply chain, dans le service juridique, etc. Donc, en fait... Comme la RSE dont tu viens de parler pendends 20 minutes. Bien sûr, bien sûr. Ah non, mais ça, c'est par construction, c'est C'est totalement les équipes IT transverse. qui vont gérer ça? Non, alors parce que... Les équipes data? Alors d'abord, c'est quand même les équipes les plus impactées, parce qu'en fait, les gains de productivité entre 5 et 10 selon les langages informatiques, c'est quand même le point le plus important de ce qui est en train de se passer. Parce que ça, c'est un impact général, et c'est ce qui va nous permettre de rendre à coût accessible la construction de l'Internet 3D et l'Internet biométrique, quoi, ce qui est en train de se construire. Et donc ça, c'est extrêmement positif pour accélérer le chemin des déploiements des autres technologies. Après, le deuxième élément, c'est la réinvention du poste de travail. Parce que là, ça touche aussi tout le monde. Alors, on pourrait dire le poste de formation aussi dans les universités, mais le poste de travail, là, on a échangé un petit mail hier où tu voyais les suggestions J'ai été dans bluffé Outlook. par les réponses suggérées par Outlook. Mais bon, tu vois, dans Gmail, c'est depuis extrêmement longtemps. Ouais. Oui, mais là, je trouve que ça prend le oups, pardon, si tu veux, ça prend une. Alors, je t'invite une dimension à installer les petits trucs en plus où tu peux vraiment plugger GPT sur ton Gmail, par exemple. Et là, c'est pas une phrase qu'il te propose, c'est un mail complet. Et donc là, on est sur quelque chose de. Oui, mais bon, du coup, on saura que c'est pas toi qui l'as écrit. Mais voilà. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que vous avez peut-être vu la fonctionnalité qui était déployée dans Teams déjà, qui fait les synthèses automatiques des réunions. Et évidemment, là, quand tu vas commencer à démarrer un PowerPoint, il va te faire à l'avance tes slides avant même que tu les aies pensés, que tu vas commencer à écrire, il va te les dérouler. Donc toutes ces fonctionnalités d'autosuggestion, etc., vont prendre un essor considérable et extrêmement rapide pour le coup. Et ça, c'est vraiment quelque chose de transverse. Après, voilà, il y a plein de choses qui vont se faire voilà, nous, on travaille avec un grand opérateur français qui gère des syndics. Tu peux automatiser la préparation des syndics de copropriété de façon assez massive. Je vois bien qui ça peut être ce grand opérateur mais ça veut dire... dont le patron a une fibre technologique puissante. Mais ça veut dire que il faut avoir, face à l'énormité du big data de GPT, les entreprises, elles sont sur du small data. Elles ont des tout petits datasets qui sont en face. Et ça, il va falloir vraiment les booster au maximum. Donc ceux qui ont stocké des données depuis des années, ils vont pouvoir... Alors parfois enfin s'en servir, parce qu'il y en a qui se plaignaient sur le fait qu'ils s'en servaient pas beaucoup. Mais là, en réalité, on peut vraiment accélérer sur toute une série de fonctions. Et je ne sais pas si tu as vu l'interview d'Alexandre Ricard dans Les Échos, je crois que c'était la semaine dernière, enfin je crois que c'était dans Les Échos, ou je sais plus où ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il... Dans Les Échos, je l'aurais vu, alors je ne l'ai pas vu. Alors, je ne sais plus dans quel journal, mais pas dans le Wall Street Journal, en tout cas. et c'était... il décrivait très bien le lien entre le fait qu'il y ait de l'IA à tous les étages, lui permettait de doubler son nombre de produits. C'est-à-dire qu'en fait, ça réduisait tellement les coûts de marketing, de promotion de tels produits, alors que nous, ça fait des années qu'on essaie de massifier, etc. Là, tu peux gamifier complètement ta gamme de produits parce qu'en fait, tes coûts de gestion s'effondrent en réalité. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, en général, les gens ils disent ouais, mais ça va cannibaliser, on va réduire, etc. En réalité, ça donne des potentialités d'augmenter sa gamme de produits, d'augmenter un certain nombre de services, d'augmenter sa relation client, et c'est des opportunités en plus. Donc, certes, il y aura de la productivité, notamment dans le monde du code informatique, mais ça ouvre des opportunités vraiment dans de nombreux endroits. Et c'est ça que nous, on commence à regarder de façon extrêmement concrète. Et donc, ça va vite. Ah bah oui, c'est maintenant quoi. Moi j'appelle ça l'hyper-transformation parce que c'est-à-dire que on va au-delà de la transformation et de la révolution, on combine un autre élément très important qui a fait la une aussi du Wall Street Journal ce week-end, c'est les nouveaux algorithmes que Meta dévoile sur les protéines et la simulation par IA de prédiction de protéines. Et avec avancée majeure. Et ça démontre aussi, c'est pour ça que ChatGPT à côté, c'est pas grand-chose l'impact par rapport à ça, ce que ça peut avoir pour faire de la simulation in silico d'enzymes, de protéines. Et là, on est sur quelque chose, donc on peut ne pas imaginer que c'est Meta qui fait ça. Mais en réalité, ils sont à fond sur ce vertical biologique. Mais protéines, c'est agricole alors? Ah non, protéines Protéines de synthèse? Ouais, protéines de synthèse. D'accord. Et c'est de la simulation pour mieux sélectionner les protéines qui vont fonctionner. Et là, il y avait déjà une bibliothèque qui existait, et là, ils ont multiplié par 4 la rapidité de traitement. Donc, au lieu de prendre des années, tu es sur quelques heures.
Et donc ça, et c'est mis en service, pour les professionnels en tout cas, c'est mis à disposition, etc. Et donc on voit tous les jours en fait des innovations de ce genre-là. Donc faut se méfier des hype cycles, hein. C'est-à-dire que tu vois, c'est pareil sur le métavers, c'est pareil sur l'IA. L'année dernière, l'IA, plus personne n'en parlait. Enfin, c'était devenu, on lisait à longueur d'interview que les dirigeants étaient déçus, etc. Ouais. En fait, non, c'est juste que il y a des cycles à l'intérieur du cycle, et là, on est dans une phase d'accélération qui va bien fonctionner. Avec quand même ce point. Alors, c'est quand même assez spectaculaire de voir entre eux, effectivement, la nouvelle version et l'ancienne. Ce que vient de raconter Mathieu est spectaculaire. Non, mais c'est vrai que pour avoir les démos de Microsoft, etc., c'est sûr que ça change tout dans le quotidien et dans tellement de micro-usages en fait, qui sont fascinants. C'est assez impressionnant. Ce qui m'a impressionné quand même, par rapport à Chemin, et oui, c'est une évolution, et c'est vrai que toi, t'es blasé parce que t'es sûrement dans ce monde-là. Non, il n'est pas blasé, attends. Non, il n'est pas blasé du tout, là. C'est juste sa façon d'être, hein, mais il n'est pas blasé du tout. Je disais quand même le blog de Bill Gates où il dit c'est la présentation tech qui m'a le plus surpris depuis l'interface graphique en 1980. Ouais, c'est ça. En disant, moi je les ai rencontrés apparemment au printemps, en leur disant travailler donc sur l'API biologie, donc un diplôme, une certification en biologie, parce qu'ils se disaient que c'était le plus dur, et ils pensaient qu'ils étaient repartis pour 2-3 ans avant de craquer le truc. Ils sont revenus quelques mois plus tard. Donc je me dis quand même, le type doit savoir à peu près, et te dire qu'ils mettent ça à ce niveau-là, en tout cas en termes de rupture, est assez impressionnant. Et l'autre truc qui m'a marqué, je ne sais pas si vous avez eu Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI, il a fait une interview sur ABC, où il est pas mal challengé sur les mauvais usages, en fait, ou les usages malveillants qui pourraient être faits. Et il dit, ben oui, on est inquiet. Inquiet que ça tombe dans les mains d'un gouvernement autoritaire, inquiet parce qu'on sait que ça peut générer des cyberattaques, des désinformations massives, etc. Mais la seule réponse, comme on peut pas gérer en fait ça tant qu'on l'a pas mis dans le domaine public quelque part. Et ce qui était assez intéressant, et ça rejoint la discussion qu'on avait eue la dernière fois sur en fait OpenAI a les moyens de sortir quelque chose d'imparfait. Et ils avaient en fait dire que maintenant, si on veut vraiment mesurer les impacts et corriger, parce que sa conclusion était de dire on va s'adapter, en fait au fait de mettre ça dans le public aujourd'hui et de voir comment les gens s'en saisissent et comment on peut corriger les mauvais usages ou les usages malveillants, ce que peuvent pas faire effectivement des Google, Microsoft. C'est une discussion philosophique sur la science en général. Il y a un film merveilleux qui va sortir sur Oppenheimer et sur l'énergie nucléaire. C'est la même chose. Enfin, même la roue sert aujourd'hui à faire avancer des chars d'assaut. Ah oui, t'as le sentiment en les écoutant, c'est la vie de l'innovation. En les écoutant, c'est vrai que tu as ce sentiment que cette innovation un peu leur brûlait les doigts et qu'il était temps qu'ils puissent partager je comprends, et mettre ça dans le domaine public en se disant après on corrigera, mais en fait les seuls moyens qu'on a pour tester le modèle et tout ce qui peut apporter de bénéfique et de dangereux, c'est de commencer à en voir les premiers usages et de pouvoir essayer de les corriger le plus vite possible, quoi. Mais ouais, je suis d'accord, mais c'est un des sujets qui justement pour moi pose question vachement sur OpenAI et sur la manière dont c'est gouverné. C'était fonctionné de manière, ça s'appelle OpenAI parce que ça fonctionnait de manière extrêmement ouverte, dans une logique de transparence, et ils ont changé dans leur accélération, dans leur gouvernance, et un des bénéfices justement de cette démarche-là, c'était je vais me rentrer en public, en accountability, je vais rendre ça disponible parce qu'on va aller triturer ça, et en même temps j'ai besoin aussi de plein d'entraînements divers, etc. Parce que dans le modèle d'apprentissage de ChatGPT et GPT 3, 3.5 et 4, etc., il y a cette logique justement qu'il se nourrit de son apprentissage par le comportement, ce qu'on lui demande et les interactions qu'il fait. Et donc il a besoin de masse, mais il a perdu sa transparence récemment dans son accélération, et fondamentalement il fait porter des risques dans son modèle même de gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a une opacité et une course à l'échalote et une accélération qui renforce l'opacité, qui réduit la gouvernance derrière, l'accountability et la capacité d'avoir une IA responsable. Et tous les groupes de travail et tous les gens qui ont essayé de travailler sur de l'IA responsable, sur comment est-ce qu'on peut travailler à mieux gouverner un petit peu ça, sont quand même assez inquiets de cette accélération qui est mêlée d'opacité et qui est un peu inquiétante. Après, pour moi, alors qu'on rappelle au départ,
Elon Musk notamment, ils font ça parce qu'ils veulent justement... Bien sûr, c'était le en garder le fondement contrôle. d'OpenAI. C'était leur fondement de base. Voilà. Qui a vrillé et qui est passé en mode concurrentiel. On peut le comprendre et ça, mais du coup, il pose quand même pas mal de questions parce que justement, il était fondé sur une vision assez critique et responsable du rôle et de l'impact de l'IA. Et là, on voit bien que on est en train de faire une accélération concurrentielle très porteuse de plein de bénéfices et potentiels, etc. Mais aussi, comme toute accélération d'innovation assez majeure, de plein de risques et de compléments. Et on voit bien que dans toute la dimension, c'est une IA générative qui produit des contenus, qui va être utilisée par surtout de la relation entre les gens. Facilité de l'échange social, la production, alors professionnel, interprofessionnel, voilà, mais aussi notre espace public qui était déjà envahi de problèmes va se retrouver envahi de nouveaux problèmes, des informations, perte de confiance, doute, etc., qui nouveaux, alors qu'on avait un mal à gouverner ceux d'avant. Et donc cette accélération, elle va, voilà, je ne peux pas garantir que l'accélération du marketing va se produire par une amélioration des contenus qui sont disponibles sur les réseaux sociaux et sur Internet, quand ça ne coûtera plus rien de générer plein de contenus, voilà. Quand on ne saura plus exactement qui est l'auteur, ce qu'on ne sait déjà pas complètement à pas mal d'égards, mais cette accélération-là, elle va poser de nouveaux problèmes. On n'a pas tellement d'autre choix que de la tester. Ça, c'est évident. Tu te souviens de notre ami Arnaud Montebourg Mais la gouvernance qu'on peut avoir derrière. Ralentir l'innovation, avait dit Arnaud Montebourg. Non, ralentir l'innovation, non. Mais en revanche, avoir des conditions de gouvernance importantes, c'est ce que disait Jules, de la visiblement, transparence. c'est ce qu'ils cherchent eux-mêmes. Voilà, c'était un des éléments. Alors que Sam Altman dise avec sincérité aujourd'hui qu'il cherche à être responsable, alors qu'il est en train de faire un move où, pour des raisons assez financières, justement, il s'émancipe d'une gouvernance qui était bien faite et est un peu embêtant. Et je pense que cette notion de responsabilité est très importante, parce qu'on est sur des technologies assez puissantes. Et Oppenheimer, il bossait pour un gouvernement quand même. Il était gouverné par un État et le nucléaire. On l'a pas laissé en disant allez YOLO, faites-vous plaisir les mecs. On a mis en place des instances internationales qui de non-prolifération très efficaces d'ailleurs et qui ont résisté à énormément de ce qui ne veut pas dire qu'on arrête la recherche sur le nucléaire, ce qui ne veut pas dire qu'on arrête tout, etc., mais il faut l'encadrer. Et là-dessus, on est évidemment dans une course qui accélère, notamment sur cette partie générative qu'on n'avait pas. Je pense toute la gouvernance des données, de la pattern recognition, de l'analyse, de la compréhension, de l'amélioration, etc. Ça, je pense qu'on l'a prévisé, on la prévoyait, on l'encadrait bien. La gouvernance de la production de contenu automatisé par des algorithmes d'IA aussi rapides que ça, je pense qu'elle était très peu anticipée dans nos régulations. Alors déjà, et ce qu'il faut quand même noter, c'est que OpenAI, contrairement à beaucoup de boîtes dans l'IA aux États-Unis, n'a absolument bénéficié d'aucune forme de financement de la part du Pentagone. Et ça, c'est assez rare en réalité. Non, mais ils avaient Peter Thiel. Oui, mais qui n'est pas très loin du Pentagone. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il n'y a pas de lien. Il y a toujours de l'argent du Pentagone quelque part. Deuxième point par rapport à ce que tu évoques, le problème, c'est le dernier kilomètre de la précision. Les versions bêta, etc., coûtaient pas très cher en réalité, et que ce dernier kilomètre de la précision, il coûte extrêmement cher. Et donc, s'il n'y a pas de modèle économique qui sous-tend à ça, c'est compliqué d'aller justifier des dizaines de milliards d'investissements s'il n'y a pas de modèle économique. Il peut y avoir des modèles économiques responsables. C'est pas évident, en tout cas, et dans un processus compétitif qui est engagé aujourd'hui, ça me semble un peu, en tout cas, mis de côté. Donc, je pense que là-dessus, ça va être compliqué. Et après, les réponses réglementaires qui doivent être pensées, elles ne viennent pas forcément sur l'IA elle-même, mais c'est plutôt repenser l'architecture du monde de l'Internet de demain, c'est-à-dire les processus d'identité numérique, par exemple. C'est-à-dire est-ce qu'on peut garder de l'anonymat dans un contexte qu'on connaît, ou même un Internet qui sera, comme je l'évoquais tout à l'heure, biométrique. Donc la réalité, c'est qu'on va devoir trouver des réponses ailleurs que directement sur ces technologies-là. Et ça va être dans les usages, etc. Donc ça va être intéressant, et je pense que la communauté qui entoure ça va forcément y penser, mais ça va s'accélérer là aussi, et je pense que les packs réglementaires qu'on va voir arriver sur l'encadrement de l'éthique de l'IA, la traçabilité et l'identité numérique pour savoir à qui on parle, me semble être un pack élément nécessaire. C'est un gros sujet pour vous, ça, Nicolas. Renaissance numérique, en l'occurrence, l'identité numérique. J'ai vu alors ça nous fait revenir sur Terre par rapport à ce dont on parle là aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a un projet de loi, donc majorité numérique à 15 ans.
Et il faut les moyens de la vérifier, quoi. Donc c'est vraiment ce problème-là qui est au cœur de... La tension entre l'identité et la confiance et la liberté, Voilà. elle est extrêmement complexe. C'est le jeu identité-liberté qui est compliqué. Mineurs. Ouais. J'aurais Les pas mineurs, lié à la limite, forcément- c'est presque plus simple, parce qu'ils sont mineurs. Et donc, tu peux réfréner leur liberté, tu es fondé, de par même le Code civil, d'une certaine manière, à réfréner leur liberté. Pour les majeurs, c'est plus compliqué. Ouais, les mineurs ont aussi des droits, mais on peut. C'est Non, un je dis autre juste, sujet. c'est plus simple. Mais je suis d'accord, c'est plus simple d'un certain point de vue, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut s'interdire de faire. Mais je suis d'accord, on a une reconstruction de confiance à faire, mais qui doit aussi être garante de nos droits et de liberté. Et dans cette reconstruction et cette accélération, pour reprendre le terme d'Arc Noutrosa, je pense qu'il est bon, l'accélération, c'est l'accélération du mouvement social, et les institutions n'arrivent pas à suivre, ont du mal à suivre. Et là, on est vraiment typiquement un petit peu là-dedans. On a du mal, même si on a plein de discussions, de réglementation, etc. Et un objet extrêmement compliqué à suivre. C'est-à-dire que les tentatives de régulation de l'IA au niveau européen là-dessus restent sur des anticipations assez faibles de l'accélération de l'impact qu'on peut avoir. Quoi. Voilà. Et après, je ne connecterai pas forcément IA et identité tout de suite. Quoi. Je pense que l'Internet biométrique, oui, mais en même temps, je pense qu'on peut décider de ne pas le faire advenir. Attendez, parce que moi, voilà. qu'est-ce que vous appelez Internet biométrique? C'est-à-dire qu'il faudra une preuve biométrique pour se connecter? Oui, la vérification d'identité en tout temps, en tout lieu est une vision qui me semble pas forcément la plus positive pour la société, et comme le garant d'une confiance par tous les citoyens de tout ce qu'ils veulent faire. C'est une demande pour certains actes, et voilà, mais on peut organiser quelque chose d'assez asymétrique en la matière. Il faut protéger la liberté des gens, leur droit à l'anonymat à certains endroits, c'est très important, et en même temps, il faut aussi apporter de la confiance à d'autres. Mais c'est une tension qui n'est pas facile à résoudre. Voilà. En fait, tout le monde de l'Internet qu'on est en train de construire, en réalité, il va se faire... Demain, en fait, tout le monde travaille à l'extinction des smartphones, des PC, des tablettes, etc. L'enjeu, c'est de donner un accès demain à l'Internet par nos sens. C'est-à-dire que ce soit le toucher, que ce soit l'œil, que ce soit la voix. Ce sont les canaux d'accès de demain à l'Internet. Donc on va essayer de retravailler autrement cet accès-là. Et donc évidemment, c'est complètement lié aux personnes. Amazon met 10 milliards par an crame 10 milliards par an sur ses enceintes connectées, parce que son enjeu, c'est l'accès à l'Internet par la voix. Meta, Crame, soit dit en passant, je ne sais pas si vous avez fait le test, mais prend un coup de vieux par rapport à GPT, justement. C'est-à-dire les questions que tu peux poser à ton enceinte connectée, à Alexa, etc. Mais ça va s'intégrer. Oui. Là, en l'occurrence, tu prends la mesure de l'accélération du truc. C'est terrible. Et c'est évident que là, l'enjeu, c'est de mettre un GPT dans ton Alexa. Exactement. Et qui sera connecté à Twitch, puisqu'ils ont aussi Twitch. Donc voilà. Et en fait, Meta crame 10 milliards sur l'œil. Le métaverse, en réalité, c'est l'œil. Et donc, parce que l'obsession de Meta aujourd'hui, c'est de donner un accès à l'Internet par l'œil. Alors, moi, je veux bien qu'on se dise l'identité numérique, ça peut être un véhicule juridique et tout ce qu'on veut, mais en réalité, à la fin, si on accède à Internet que par un élément biométrique, évidemment que ça va être connecté d'une façon ou d'une autre à l'individu. On l'a aujourd'hui avec les téléphones, je veux dire, très concrètement, c'est bourré maintenant d'apps biométriques. Et donc, c'est ce monde-là qui est en train de se préparer. Alors évidemment, il y a des gens qui ont plus ou moins intérêt à ce que ça s'accélère, mais parce qu'il y a des gens qui ont des rentes aujourd'hui qui sont installées et qui n'ont pas forcément envie de les voir s'évaporer. Mais ça va être une demande. Et moi, je fais le pari que demain, Apple pourra décider d'une identité numérique tout seul, si à un moment donné, les États ne prennent pas la question en considération. Tout à fait. Et comme ils ont décidé de changer les règles publicitaires. Enfin, je veux dire, pour eux, c'est dans le même état d'esprit. Et donc, on est bien dans ce moment-là. Et effectivement, le caractère combinatoire de l'ensemble de ces technologies, on pourrait rajouter aussi les images satellites. Je veux dire, il y a des trucs incroyables qui sont en train de se faire sur l'imagerie satellite. Vous pouvez détecter des gens qui font l'amour dans les sous-sols aujourd'hui. Donc, en fait, ça, c'est... Non, c'est pas que l'amour. Si, je te le confirme. Donc voilà, alors nous, on est dans un sous-sol, là, je ne sais pas. Mais... on est très très profond. En tout cas, il y a beaucoup de travaux. On est très très profond. Mais voilà, donc tout ça va se mettre en place. Donc l'identité numérique, c'est une question fondamentale et on doit la penser maintenant. Ouais. Mais chez Renaissance Numérique, on anime un cycle de rencontres qui sont des journées d'études pluriprofessionnelles sur le sujet du métaverse. Ça s'appelle les Metaverse Dialogues. Le dernier qui était il y a une semaine avait été sur le corps dans le métaverse. C'est justement sur cette notion de corps virtuel, corps réel, dialogue entre les deux, vérification
d'identité et pour avoir recréé aussi des zones de liberté d'affranchissement. On est en plein dans ces questions, je suis entièrement d'accord, il faut les anticiper de manière très forte et demain, on est aujourd'hui dans un Internet de contenus qui sont produits par les terres, on sera dans un Internet plus personnel, plus haptique et plus comportemental. Et effectivement, oui, Meta a investi dans ses Oculus et dans le métaverse pour capter les mouvements de l'œil, pour connaître ça. Comme aujourd'hui, l'intelligence artificielle essaye de capter, Google travaille autour de la connaissance. Voilà. Et les acteurs qui sont proches de l'individu... Je vous écoute, les gars, mais je suis... capteront pas mal de choses. Après, non, mais c'est passionnant, mais je suis largué. Non, c'est pas demain. Franchement, je n'arrive pas du tout à incarner, en fait... dans ma vie, voilà. Mais en même temps, c'est pas la mienne. À la limite, c'est une accélération qui est plus jeune, relative. T'arrives à incarner dans ta vie ce qu'ils sont en train de raconter. En fait, ça va aller à cette vitesse-là. Non, mais c'est sûr que cet outil du smartphone est très 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 imparfait. En fait, quand on y pense, on se dit mais pourquoi on est obligé de ce truc, on n'arrive pas à lire, etc. Mais il va falloir que je fasse une recherche pour rechercher l'allocution d'Emmanuel Macron en sortant de ce studio. Ça va me prendre du temps, etc. Alors que normalement, elle devrait être dans ton oreille. Elle devrait être dans ton oreille pendant qu'on discute là. Exactement. Fais-moi une synthèse bien foutue. ChatGPT, fais-moi une synthèse bien foutue du discours, de ce qui s'est dit dans le discours, et tu pourrais l'avoir. C'est trop chiant pour son téléphone. Voilà. Et pour autant, on vit dans un monde où il y a plein d'objets imparfaits qui n'ont pas été résolus. Je vous rappelle que les avions sont les mêmes aujourd'hui que quand je suis né, c'est-à-dire il y a près de 50 ans. Ils n'ont pas changé, à part un petit peu. Ils ont été optimisés, mais leur forme n'a pas évolué. Quand même. Il y a un peu d'autopilote. Oui, mais leur forme n'a pas changé, les fondamentaux. Et il y a 180 attaques de cybersécurité par minute. Il n'est pas sûr... Il n'est pas sûr. Oui, non, mais c'est vrai qu'il tombe plus. Comment il tombe Oui, plus. on a fait même des années à zéro accident. Je me souviens quand. Il tombe plus, mais les fondamentaux de ce que c'est qu'un fuselage, des ailes, etc. n'ont pas bougé. Et à l'époque, on vous promettait un avion qui disparaîtrait individuel, des multiples avions, mais sauf qu'il se pilote tout seul, etc. Oui, il se pilote tout seul. Mais c'est incrémental. Mais les fondamentaux, il y a de l'incrément. Et donc, en fait, sans doute, on va conserver des espèces de briques en plastoc avec du verre dedans pendant. Voilà. Mais en fait, tout l'environnement qui est autour et ce qui est permis, un petit peu, va exister. Moi, quand même, alors parce que sinon je la mettrai jamais, mais ça fait une très belle conclusion quand même. Je crois que c'est grâce à toi d'ailleurs que j'ai eu cette info. 142 nouvelles librairies en France en 2022 pour 27 fermetures. C'est un rythme 2 fois supérieur aux années 2010. Non, mais comme quoi, l'un n'exclut pas l'autre. C'est ça qui est... Et, ah oui, c'est toi. Et tu disais ça, la photo qu'on voit là, c'est la plus vieille librairie de Paris, c'est ça, oui. Nicolas ? Voilà. C'est la librairie de la main, dont je suis un habitué. Et donc c'est peut-être. Alors j'ai été sur le site de l'organisme qui défend le libre là en France. Et c'est peut-être quand même, explique-t-il, une idée de migration des urbains, parce que une librairie sur 2 s'ouvre dans une commune de moins de 15 000 habitants. Donc sans doute où les gens débarquent, ils ont envie de librairie et donc ils créent un business. Oui, mais si, il faut les deux. Ah oui, non, mais après, il faudrait mettre en comparaison avec les chiffres d'Audible, tu vois, pour voir que maintenant, on voit aussi des livres qui sont lus, qui sont. Bien sûr, non, évidemment. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Évidemment. Voilà, c'est quand même 142 nouvelles librairies en 2022, 27 fermetures. Rythme 2 fois supérieur à celui des années 2010. Oui, on est on réinvestit des centres-villes, on remet de la vie en commun, parce qu'en fait, quand on passe toute sa journée dans le métaverse, à la fin, on a quand même besoin de socialiser. Et sans doute la fluidité logistique permise par l'ensemble de ce qu'on décrit permet aussi sans doute de baisser le niveau de rentabilité d'une librairie. Merci pour toute cette discussion. Merci à vous de nous avoir suivis. Et donc demain, on va être au cœur de la première partie de notre discussion. C'est Jean-Pierre Clamadieu, le président d'Engie, qui va venir nous voir. Alors, non pas pour parler de l'actualité immédiate, ça n'intéresse pas et moi non plus, mais bien, par exemple, d'industrie européenne, de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, de l'IRA, des ruptures qui pourraient se faire autour de l'énergie. Voilà, donc on verra ça ensemble avec Jean-Pierre Clamadieu. À demain.